Et je vais pouvoir passer bientôt la parole à Romain et Nicolas, qui font partie de l'équipe Easy Innovation et Easy Pest, qui sont des partenaires en ce qui concerne la formation pour Edialux. Ils vont vous parler des méthodes alternatives pour la lutte rongeur pendant 45 minutes, et après quoi, il y aura entre 15 minutes et 20 minutes de questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire dans le chat. On vous invite à l'utiliser pour que nous puissions tous passer un agréable moment. Voilà, donc je vous laisse la parole, Romain et Nicolas. C'est à vous. Super, merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Heureux de vous trouver ou de vous retrouver pour un certain nombre d'entre vous. Romain Lasseur, alors donc moi je suis véto de formation et j'ai fait de la toxicologie animale ensuite pour me spécialiser dans les rongeurs et les maladies infectieuses en lien avec la génétique des rongeurs. Donc, j'ai beaucoup bossé sur les rats et les souris en particulier et fondé Easy Innovation, Easy Pest en 2014. Donc aujourd'hui, en fait, on est le partenaire privilégié d'Edialux pour toute la partie formation, donc certibiocide, mais formation technique sur tout le pest control. Et on réalise également tous les audits de pest control, les audits indépendants de pest control en industrie agro, industrie pharma et industrie sensible centrale nucléaire. Voilà. Donc en fait, on est un des intervenants en formation audit biocide, certibiocide, pest control, application en France. Voilà. Et donc on est dans l'équipe, puisque on est maintenant une petite vingtaine dans l'entreprise, dont à peu près 12 personnes dans la partie formation audit. Voilà. Nico, je te laisse la parole. Merci Romain pour cette petite introduction. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ces webinaires. Donc pour ma part, donc, je suis Nicolas Didiche. Je m'occupe du pôle formation et audit d'Easy Innovation Easy Pest. Donc c'est vrai que pour certains me connaissent puisqu'on a pu déjà se voir en formation réglementaire ou en formation technique. Donc alors moi je suis plutôt axé plutôt terrain, plutôt formation terrain et tout ce qui est certibiocide et formation technique, comme vous l'a dit Romain. Et j'ai commencé moi le métier il y a une vingtaine d'années. C'était une belle découverte et je suis toujours là 20 ans après, où maintenant je suis heureux de pouvoir partager toutes mes expériences avec vous. Et c'est toujours un bonheur d'échanger sur les sujets, que ce soit rongeurs ou insectes. En tout cas, on est toujours avec vous, avec Edialux, pour vous apporter des solutions. Voilà, voilà. L'idée, c'est aussi qu'on a une autre partie dans la société qui teste l'efficacité de tous les produits biocides en Europe, enfin d'une grande partie de ces produits biocides. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir un recul sur les produits en lien avec le terrain. Donc on essaie d'être au plus juste dans la neutralité, dans la technicité de ce qu'on apporte en formation et dans la manière dont on entretient le partenariat avec Edialux. Donc c'est aujourd'hui, je tiens à remercier Stéphanie aussi pour ce beau partenariat en France. C'est à la fois un plaisir et à la fois on réalise un peu nos envies techniques pour pouvoir faire monter en compétences et faire monter en puissance les professionnels sur le terrain dans une société qui bouge, on le voit, et ça me permet de faire la transition vers le thème d'aujourd'hui. On est dans une société qui va vite avec des opinions publiques qui bougent rapidement. On le voit bien aujourd'hui sur la place de l'animal dans la société. C'est vrai que pour des organismes comme les nôtres, c'est toujours gage d'adaptation que d'être à l'écoute de tout ce qui se passe et d'essayer de faire en sorte de traduire ces mouvements sociétaux en opportunités pour les professionnels, de manière à ce qu'ils se positionnent vite sur les problématiques mouvantes. C'est le cas de la punaise des lits en ce moment avec le rapport parlementaire qui vient de sortir. Alors avec pas mal d'inexactitudes dans ce rapport, et vous verrez quelques communications de notre part sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, la punaise des lits est un vrai fléau en France aujourd'hui. Mais on voit aussi que l'activité de gestion des rongeurs reste une activité principale de vos sociétés, que ce soit sous forme de contrat ou que ce soit sous forme d'intervention temporaire sur le rat et la souris en milieu urbain. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que ces espèces-là, et ce sera l'occasion pour nous aussi de vous tracer un petit peu des courbes d'évolution de ces espèces à l'horizon 10, 20, 30 ans, dans le prochain webinaire qu'on fait également avec Edialux sur ce qu'on appelle les espèces envahissantes. On ne parle pas forcément des espèces invasives, les espèces invasives étant celles qu'on ramène de l'étranger, qui n'étaient pas installées sur le sol français, mais les espèces envahissantes, c'est celles qui ont une capacité à s'implanter dans un écosystème au détriment des autres espèces.
pour avoir une tendance à simplifier la biodiversité à l'endroit où elle s'installe pour pouvoir profiter, explorer toutes les sources alimentaires qu'il y a autour d'elle. Aujourd'hui, il y a une statistique qui est assez parlante, hein, c'est que 75% des gens vivront en ville en 2100. Donc, si demain je dois ouvrir une boîte de pest control, je vais plutôt l'ouvrir là où les gens se concentrent parce que les espèces envahissantes vont en faire de même. Hein. Et c'est également là qu'on trouve le maximum de défenseurs des animaux en milieu urbain aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a un effet ciseau entre moins de lutte et une capacité de ces espèces à s'implanter dans l'écosystème. Donc, il y a des vrais enjeux, que ce soit sur la punaise des lits, sur la blatte, sur le moustique tigre, sur le frelon asiatique, mais aussi sur les rongeurs. Donc, c'est vrai que les rongeurs, c'est un peu notre sujet de prédilection. On aime bien les rongeurs. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler je vais m'attacher à vous parler de biologie des rongeurs, des enjeux sanitaires autour des rongeurs, parce qu'on a tendance à vouloir nous faire croire que demain, il faudrait qu'on apprenne à vivre avec. Et je vais tenter de vous montrer pourquoi moi, je n'ai pas envie de vivre avec les rongeurs. Donc, on va passer par des points de biologie, stratégie de contrôle et solutions classiques et alternatives. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a une grosse pression réglementaire, notamment une grosse pression réglementaire sur les anticoagulants, je vais y venir. Et donc, ça signifie que si demain, on a de moins en moins accès à ces solutions de lutte, qui restent les solutions de lutte les plus efficaces, en tout cas qui sont les solutions de lutte qui sont dans le meilleur compromis technico-économique, c'est-à-dire qui permettent d'atteindre une haute efficacité à moindre coût. C'est vrai qu'on ne s'achemine pas demain vers des solutions qui seront technico-économiquement aussi viables que les anticoagulants, mais le monde est monde, la société fait ses choix, repris par les autorités réglementaires qui mettent la pression sur les solutions de lutte. Donc effectivement, Nicolas s'attachera lui plutôt à vous présenter toutes ces solutions alternatives. Il y a deux manières de voir ces évolutions réglementaires rapides. Soit on considère que c'est des menaces et que notre profession est menacée parce que sans ce produit, on ne sait rien faire. Soit on considère, à contrario, que ça fait partie d'un champ d'opportunité et qu'il va juste falloir aller chercher les bons outils en fonction de ce que la société attend de notre métier. Le pilier de base étant je dirais l'aspect professionnel de l'applicateur qui sait s'adapter à toutes les situations et aller chercher le bon outil pour répondre à la situation qui lui est posée. On est plutôt de cet avis. Donc voilà, globalement, le sommaire qu'on vous propose de parcourir avec vous ce soir. Rapidement, on est sur un format 30-40 minutes maximum. Donc, on essaie de faire le tour des enjeux techniques de la problématique. Donc là, on verra un petit peu les enjeux sanitaires autour des rongeurs, les principales espèces de rongeurs qui nous intéressent, les différentes méthodes de lutte. Et moi, je m'attacherai à vous expliquer le fonctionnement des anticoagulants. Et ensuite, Nicolas prendra la main sur, finalement, les anticoagulants évoluent dans un monde de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes qui sont posées aux anticoagulants aujourd'hui. Quels sont les autres outils qui s'offrent à vous demain pour continuer à faire éventuellement du pest management plus que du pest control? Parce qu'à partir du moment où on est dans le contrôle, ça signifie effectivement qu'il y a un certain nombre d'étapes qui ont été franchies et probablement loupées dans le diagnostic. Et puis ensuite, quelques préconisations d'accompagnement des clients assez pragmatiques. Alors, si on s'attache à regarder un petit peu ce qu'il existe sur les rongeurs, quand on parle d'enjeux sanitaires autour des rongeurs, on en vient à l'origine de la lutte contre les rongeurs. Pourquoi on lutte contre les rongeurs? Parce qu'on s'est aperçu très tôt, notamment, que d'une part, ils vivaient à notre contact, et parce qu'ils consomment la même chose que nous, ce qu'on appelle les rongeurs commensaux, et que par ailleurs, ces rongeurs étaient potentiellement vecteurs d'un certain nombre de maladies. Alors effectivement, on nous parle de la peste, que c'est une maladie d'un autre temps. Vous verrez, la peste au niveau mondial, c'est entre 2 et 3 000 cas chez l'homme par an, avec une forte mortalité, mais sur 3 000 cas, c'est pas énorme. On a quand même des maladies du Nouveau Monde. On a des maladies comme la leptospirose, les salmonelles, qui sont clairement vectorisées par les rongeurs, dont on parle beaucoup moins. Donc j'ai pris soin de vous retracer un petit peu les statistiques de ces maladies, pour poser, qui sont publiées, qui sont des données publiques, et donc qui permettent de remettre un petit peu le contexte dans lequel on lutte contre les rongeurs, parce que parfois on s'aperçoit que au gré du déracinement des gens qui vont plutôt vivre en milieu urbain, et donc qui ne sont plus en proie directe avec ces problématiques de rongeurs, eh bien on a plutôt tendance à oublier le contexte sanitaire dans lequel on évolue,
si je fais un parallèle, on vit aussi ça un petit peu avec les vaccins, hein, où aujourd'hui, finalement, comme la maladie pour laquelle on vaccine n'est plus présente sur le sol, bien sûr parce qu'on vaccine, on n'en voit plus l'intérêt, certain de la vaccination, et donc on en arrive même à être dans un calcul d'une balance bénéfice-risque, sachant que le risque de choper la maladie, il est faible, donc on se focalise sur le risque d'utilisation du vaccin. C'est la même chose avec ce qu'on appelle les pesticides en agriculture, dans la mesure où on mange à notre faim, et que effectivement, on voit bien, hein, que quand on va à la campagne, les agriculteurs utilisent des pesticides, on ne voit plus l'intérêt finalement d'utiliser des pesticides parce qu'on mange à notre faim. Et donc, effectivement, c'est un syndrome qu'on connaît depuis très très longtemps, qui s'appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard, dans la mesure où je ne suis pas touché par la faim, je ne suis pas touché par les maladies, je ne vois pas pourquoi on utiliserait des pesticides ou des vaccins pour se protéger. Et donc ça, c'est un trait dans les statistiques, hein, il y a eu des sondages IFOP qui ont été faits cet été, notamment sur la vaccination, c'est un trait très urbain. Voilà. On retrouve beaucoup moins ce trait au milieu rural parce qu'il y a un lien avec l'animal, un lien avec l'autre, un lien avec la communauté qui est différent. Et l'individualisme ne s'installe pas de la même manière en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc finalement, les rongeurs, où est-ce qu'ils prolifèrent plutôt en ville aujourd'hui? Parce que c'est là qu'on a une grande source de nourriture, on a de la nourriture à profusion, et c'est là également qu'on ne comprend plus pourquoi on lutte contre les rongeurs, dans la mesure où de toute façon, la collectivité prend soin de mon environnement. Donc, j'ai un environnement exempt de maladie. Je ne vois pas pourquoi je tuerais les rongeurs dans ces environnements-là, parce que je ne fais plus le lien entre le rongeur et son statut sanitaire. Donc, en fait, la lutte contre les rongeurs, et notamment la grande différence du milieu des biocides, la grande différence du milieu du pest control vis-à-vis, par exemple, d'un milieu comme l'agriculture, c'est bien entendu le drapeau qu'on brandit à chaque événement de santé publique. Et on a pour nous... cette chance, ou en tout cas cette opportunité que les êtres vivants qu'on cherche à réguler, qu'on cherche à contrôler, qu'on cherche à maintenir sous un seuil acceptable, eh bien, ils sont vecteurs d'un certain nombre de maladies. C'est quelque part ça qui rend notre milieu très original, en tout cas très particulier, par rapport à d'autres milieux qui sont beaucoup plus en proie à la critique sociétale, comme la chasse, comme l'agriculture, comme la vaccination, comme l'industrie pharmaceutique. Voilà. Notre métier, en fait, on ne le fait pas par plaisir. On le fait effectivement pour des questions de santé publique et notamment la protection de la santé de l'homme et de l'animal. Bien sûr, on empêche la dégradation des structures. Dans une centrale nucléaire, on aimerait bien que la souris ne se mette pas dans le premier boîtier électrique qui correspond à l'extinction du réacteur. Il y a un enjeu d'image aussi, on le voit bien, Lactalis salmonelle, une souris qui se glisse dans un sachet de pâtes, et puis aujourd'hui, on voit bien que ce type d'événement devient très viral. On le voit en ce moment sur ce qu'on appelle la souffrance animale ou le bien-être animal. Une vidéo de L214, ça remplace toutes les années de lobbying qu'on a pu faire pour dire qu'on a un élevage qui est propre en France et on a des éleveurs qui aiment leurs animaux. Et aujourd'hui, on voit bien que ces questions-là sont traitées sur les réseaux sociaux. Donc il y a un vrai enjeu d'image, y compris dans notre milieu du pest control, ça c'est une évidence. La consommation des denrées alimentaires, ça on a des statistiques qui sont assez aléatoires là-dessus. On parle entre 20 et 30 millions de tonnes de céréales qui disparaissent par an au niveau mondial à cause de l'activité des rongeurs. Bon, c'est des statistiques on n'est sans doute pas très loin, mais finalement c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis l'activité de rongement, les risques d'incendie, les déraillements de train qui peuvent être plus ou moins affectés à la présence de... Ah, tiens, c'est marrant, ça, ce graphique, il est à l'envers. Bon. On connaît très bien les maladies qui sont vectorisées par les rongeurs, hein, en tout cas, de très très nombreuses maladies de notre nouveau monde. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de borréliose, la borréliose, c'est quoi? C'est la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme. On sait pertinemment que pour être actif, cette maladie a besoin de passer par des rongeurs forestiers. Les salmonelles, les yersignoses, les listérioses, les rickettsioses, le virus de la rage, les hantavirus, la toxoplasmose sont autant de maladies qui ont besoin à un moment de leur cycle d'aller chez le rongeur. Le rongeur a de ça, d'avoir une grande particularité, on le verra aussi chez le ragondin, d'être porteur sain. Le portage sain, c'est quoi? C'est que je chope la maladie dans mon milieu naturel, je ne déclenche aucun symptôme, mais par contre, j'ai un organisme qui est capable de répliquer la maladie et de la réexcréter dans le milieu extérieur. Si on fait un parallèle, c'est le cas avec SARS-CoV-2 et la chauve-souris. La chauve-souris peut être réservoir, elle réplique le virus, elle le réémet dans le milieu naturel sans elle-même en être affectée. Ce qu'on appelle, elle est capable d'être un hôte intermédiaire dans la chaîne de contagion. Les rongeurs ont de ça d'être très très souvent appliqués dans les grandes pandémies et dans les grandes épidémies.
Donc voilà quelques statistiques. Quand on parle de leptospirose en France, on dit oui, bon, la leptospirose, monsieur Lasseur, vous êtes alarmiste avec vos statistiques. La leptospirose en France, c'est à peu près 700 cas humains par an. Jusqu'en 2014, on en était entre 350 et 400 cas humains. Depuis 2014, on est monté à peu près à 700 cas humains avec 13% de mortalité. Donc c'est une des zoonoses qui tue bien et qui est très très présente en France, puisqu'on estime qu'à peu près 80% des ragondins et 60% des rats bruns que vous traitez en ville sont porteurs du germe. Très peu l'excrètent dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de la bactérie, mais ils l'excrètent peu dans le milieu naturel. Mais plus une population de rongeurs est importante, plus vous avez de chances de vous contaminer. Ensuite, bon, on a la peste, les rickettsia, l'antavirus, les salmonelles. Vous voyez, les salmonelles, c'est 94 millions de cas au niveau mondial. La toxoplasmose, 6 milliards d'individus qui sont touchés. Maladie qui concerne essentiellement les femmes enceintes entre le 3e mois et le 6e mois de grossesse, parce que ce toxoplasme peut avoir un impact sur le développement du fœtus. Et donc, toutes ces maladies peuvent passer une à une chez le rongeur. Et donc, votre activité de régulation des rongeurs, aussi décriée soit-il de temps en temps, a un impact très positif sur la santé publique et notamment sur la dissémination de ces maladies. Alors, on parle de gestion des rongeurs, bien sûr, on sait très bien qu'on a des rongeurs qui sont plutôt aquatiques, ragondins, rats musqués, on a des rongeurs qui sont plutôt ruraux, mulots, campagnols des champs, campagnols terrestres, qui sont des rongeurs pour lesquels on va très peu au contact, qui sont des rongeurs qui n'ont pas besoin d'être à la proximité des maisons, qui n'ont pas besoin de l'activité humaine pour vivre, qui sont granivores, herbivores et autres. Donc pas de souris des champs, pas de rats des champs, ça on réserve le mot rat et souris pour des rongeurs qui vivent plutôt en milieu urbain et dans tous les cas dans ce qu'on appelle le périmètre biocide, c'est-à-dire dans et autour des bâtiments. Donc les rongeurs qui nous intéressent, qui vous intéressent dans votre activité de pest control, c'est clairement les rongeurs commensaux, avec 3 principales espèces, je dirais 4 principales espèces, puisqu'aujourd'hui on est face au développement d'une sous-espèce de souris en France qu'on appelle la souris Spretus. Je vous en parlerai dans 2 secondes. On a notre rat brun à droite, rat d'égout, surmulot, rat gris, rat norvégien. Voilà. Et donc, avez-vous des stats au niveau national, voire régional? Oui, alors il y a un site qui est très très bien fait pour ça, c'est l'Institut national de veille sanitaire. Donc soit c'est un versant maladie animale, et dans ce cas-là, vous vous connectez sur le site des groupements de défense sanitaire, GDS, soit c'est des maladies qui ont un versant humain, on prend moustique tigre, dengue, fièvre jaune, Zika, chikungunya, les 4 petits virus sympas transmis par le moustique tigre. Et dans ce cas-là, à partir du moment où une maladie a un versant humain, il faut aller sur le site de l'Institut national de veille sanitaire. Et sinon, un bon regroupement de ces stats-là aussi sur le site internet de l'Institut Pasteur. Voilà. Donc en fait ces rats bruns sont vraiment les rats polyvalents qui vivent bien en ville, qui descendent dans les égouts, qui font des terriers et qui sont les principaux vecteurs de maladies, bien devant la souris, bien devant le rat noir, parce que dis-moi où tu vis et je te dirai ce que tu es capable de transmettre. Le rat brun, il vit où? En milieu urbain. Qu'est-ce qu'il mange? Des déchets, et potentiellement, quand la pression sociale en surface est trop importante, il descend dans les égouts. Attention, le rat brun n'aime pas vivre dans les égouts, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, et pour défendre ces bestioles-là, on nous dit qu'il est capable d'éliminer des tonnes et des tonnes de déchets qui transitent dans les égouts. Les égouts sont relativement propres. Les déchets qui transitent dans les égouts, c'est essentiellement autour des places de marché dans les grandes villes. Mais en dehors de ça, pour avoir visité les égouts d'un certain nombre de grandes villes, on peut vous affirmer effectivement que le rongeur ne descend pas par plaisir dans les égouts, et de toute façon, quand il mange, c'est quand même plutôt en surface. Donc effectivement, le rat brun va être le rongeur qui va plutôt s'installer en surface, qui va faire des terriers en surface. Si ça n'est pas possible, il va descendre ses populations en sous-sol. Mais tant que faire se peut, il va plutôt essayer de rester pas trop loin de sa source alimentaire et d'établir sa population en surface dans une zone de terrier. Le rat noir, lui, on va plutôt le trouver en milieu d'industrie agroalimentaire, transformation de céréales, utilisation de farine. Voilà. Et plutôt en hauteur, c'est un rat qui ne fait pas de terrier et qu'on appelle le rat des greniers. Alors attention, le pelage chez le rongeur n'est pas un indicateur d'identification, parce que vous avez des rats noirs bruns et des rats bruns noirs en fonction de ce qu'on appelle des écotypes sur le terrain. Vous avez des noyaux de population dont le pelage varie pour des questions génétiques. Mais en fonction du comportement, on arrive facilement à reconnaître, y compris en absence de rongeur. Vous ne voyez pas de rongeur, mais vu la configuration du site et vu les indices que vous trouvez sur le site, dans ce cas-là, vous êtes capable de déterminer une espèce. Je vous rappelle que là,
parle pas mulot, on ne parle pas de campagnol. Ça, c'est des rongeurs qu'on laisse au milieu agricole. On ne parle pas de ragondin, on ne parle pas de rat musqué. Ça, c'est des rongeurs qu'on laisse au milieu aquatique. Est-ce le rat brun, vu que c'est celui que l'on retrouve le plus, a une résistance au rodenticide plus que les autres? Oui. Alors, je vous en parlerai parce qu'on a développé un outil diagnostique contre la résistance. En fait, je rentrerai un petit peu dans le détail dans le fonctionnement des anticoagulants pour vous expliquer comment les rongeurs arrivent à résister aux anticoagulants. Le rat noir, voilà, donc un rongeur plutôt d'intérieur de bâtiment, qui vit plutôt en hauteur et plutôt inféodé à l'industrie agroalimentaire, milieu de l'élevage, milieu du stockage de céréales. Donc beaucoup moins présent en France que le rat brun, ça c'est une évidence. Et puis la souris, pareil, hein, un rongeur de bâtiment. Alors une infestation de mulots dans un bâtiment, ça s'appelle des souris. Une infestation de souris dans un champ, ça s'appelle des mulots. Voilà. Globalement, pour distinguer ces deux grands mondes. Souris qui fait à peu près 20-25 grammes de poids. Attention, on a une sous-espèce de souris qui se développe, qu'on sait, nous, repérer, distinguer sur le plan génétique de la souris. Donc, celle que vous voyez à l'écran là, c'est Mus musculus domesticus, la souris grise, domestique, souris commune. On la distingue d'une de ses cousines qui est 2 fois plus petite, qui s'appelle Mus musculus pretus, qui fait 8 à 10 grammes, qu'on retrouve maintenant de plus en plus en boulangerie, en supermarché, en industrie agroalimentaire. Donc, si vous mettez des dispositifs de piégeage en place et vous prenez en permanence des petites souris en pensant que c'est que des jeunes et que vous n'arrivez pas à prendre les adultes, c'est peut-être que potentiellement vous êtes sur cette espèce-là, cette sous-espèce qui est en train de devenir une espèce en France parce qu'elle ne se croise pas avec sa grande cousine. Ces rongeurs, à partir du moment où ils sont présents et en forte densité, c'est qu'ils ont accès à de la nourriture. Donc, c'est vrai que dans le diagnostic, il va falloir chercher cette source de nourriture parce que c'est par là qu'on va commencer pour amener des conseils aux clients. Voilà cette souris, donc, qui pèse de 10 à 25 grammes en fonction de son âge, queue plus longue que le corps, les petits excréments en grainerie, et dans tous les cas, en règle générale, les gens entendent des bruits dans la cuisine, dans les cloisons, sous les parquets. La souris n'aime pas trop vivre en extérieur, à part si les bâtiments sont protégés de la pluie, mais sinon, la souris, elle n'aime pas vivre en extérieur. Alors, quid du campagnol et du rat-au-pied? Alors, le rat-au-pied est un campagnol, 3 principales espèces de campagnol en France. Le campagnol des champs, qui vit plutôt dans la façade ouest française, qui fait entre 40 et 50 grammes, qui fait des terriers en surface reliés par des coulées. Lui, sa culture de prédilection, c'est la luzerne, mais il se développe bien dans les assolements courbes, les pois colza, il n'y a aucun problème. Un rat-au-pied, c'est ce qu'on appelle le campagnol terrestre, Arvicola terrestris, qui vit plutôt sur les hauts plateaux d'altitude du Jura, plutôt dans le système de prairies temporaires, et qui fait des espèces de petites taupinières en surface qu'on appelle les tumuli. Lui, il consomme les parties racinaires des plantes, et notamment de l'herbe, et donc il baisse la productivité des champs. La solution qu'on avait trouvée initialement, c'était de distribuer du blé à la base de bromadiolone, mais quand on s'est aperçu que quand il y avait beaucoup de campagnols, il y a également beaucoup de prédateurs, les anticoagulants s'accumulant dans la chaîne alimentaire, on a tué beaucoup de prédateurs. Donc les anticoagulants ont été interdits, et donc en fait, aujourd'hui, il y a essentiellement des moyens de lutte mécaniques comme retourner sa prairie plus régulièrement pour éviter que les campagnols s'installent. C'est un vrai fléau, c'est une lutte phytosanitaire parce que c'est des rongeurs qu'on ne détruit pas pour des questions sanitaires, même s'il a été démontré que le campagnol terrestre était vecteur d'un parasite qu'on appelle le Taenia echinocoque ou Echinococcus alvéolaire. Néanmoins, on reste en lutte phyto parce que la principale caractéristique de ce campagnol, c'est de faire de la déprédation en culture. Donc on ne parle pas de campagnol et de mulot dans la lutte biocide en pest contrôle telle que vous la pratiquez, quoi. Ensuite, mon rat brun. Mon rat brun, c'est le seul qui fait des terriers. C'est lui qu'on appelle le rat d'égout. On le rencontre en ville sans aucun problème. Le rat n'est absolument pas attaché au milieu dans lequel il va vivre. À partir du moment où il peut faire des terriers, se reproduire et manger. À partir du moment où il a une source alimentaire, le reste a beaucoup moins d'importance dans l'établissement de sa population. Les gros rats bruns font 500-600 grammes. Alors, effectivement, on rencontre souvent des gens qui nous disent qu'ils voient des rats gros comme des chats. Ils voient peut-être des petits chats ou vraiment des très très gros rats, mais on en a, nous, pas mal en élevage à Lyon. Et nos gros rongeurs, même s'ils sont en captivité de nature sauvage, font pour les plus gros d'entre eux, c'est-à-dire les dominants, font 600-650 grammes grand maximum. Il creuse des terriers, il vit dans et autour des bâtiments. Il a besoin d'établir sa zone de terrier en règle générale à une certaine distance de sa source de nourriture. Il utilise des coulées et si on ne change rien à ça, il va établir un seuil de population en fonction de la disponibilité alimentaire et de la disponibilité du milieu. Alors, le rat brun, comme je vous disais, il creuse souvent ses terriers en extérieur, il utilise des coulées, il a une source alimentaire,
Et donc, les moyens de lutte, on va plutôt essayer de les disposer là où il habite, malgré le fait que vous pouvez, dans la plupart des cas, pas utiliser d'appât directement dans les terriers, mais mettre des postes d'appâtage autour, puisque je vous rappelle que l'utilisation de postes d'appâtage est obligatoire. Seulement quelques appâts ont une utilisation, un usage autorisé en terrier directement. Après, si tel est le cas, on vous conseille de couvrir la gueule de terrier pour éviter que d'autres bestioles viennent consommer les appâts si le rat était tenté de ressortir l'appât en surface, comme on le voit de temps en temps. Sinon, on va essayer d'utiliser l'interface entre ses coulées et l'endroit où il mange, parce qu'aller lutter directement à l'endroit où il mange, on va rentrer en concurrence alimentaire directe avec ce qu'il aime manger. Donc ça va mettre l'appât parfois en situation délicate, surtout si on n'arrive pas à détourner l'attention du rongeur vers cette nouvelle source de nourriture qu'est l'appât. Bien souvent, quand on a du mal à mettre la pression sur sa source de nourriture habituelle en lui rendant l'accès difficile, en faisant de l'étanchéité, en dégageant la source de nourriture, en laissant simplement un petit peu de nourriture sur le site pour ne pas perdre la population, on s'aperçoit que finalement nos appâts qui sont parfois en situation un petit peu délicate sont que faiblement consommés. Donc on voit bien que le travail du professionnel, ça va être certes de maîtriser l'appât qu'il va mettre sur le site, de savoir quand le mettre, de savoir quelle espèce il a en face de lui, mais bien souvent, de savoir apporter des conseils au client ou savoir comment il va mettre la pression au rongeur pour que ce rongeur redevienne opportuniste et s'intéresse aux appâts qu'il met sur le terrain. Alors, on a des différences anatomiques entre le rat brun et le rat noir, et notamment le rat noir, il vit en hauteur, le rat brun, le rat brun, on part du principe qu'il a une vie horizontale, il a une source de nourriture et il va aller creuser des terriers, il va faire la navette en permanence entre ces deux pôles. Le rat noir, lui, va plutôt avoir une vie verticale, il va descendre pour manger, mais il va plutôt habiter en hauteur, dans les combes, dans l'isolation. Et donc, dans la sélection, le rat brun a renforcé son groupe musculaire pectoral pour creuser des terriers, là où le rat noir, il a gardé toutes ses vertèbres et une queue complètement musclée pour pouvoir en faire un 5e point d'appui en hauteur quand il se déplace en hauteur, parce qu'il a une vie d'équilibriste beaucoup plus risquée que le rat brun, un risque de chute beaucoup plus risqué, beaucoup plus important que le rat brun. Donc, dans cette sélection, il va être un peu plus petit, le rat noir, plus effilé, une tête beaucoup plus longue, des yeux beaucoup plus globuleux, un pavillon d'oreille beaucoup plus grand, je vais vous le montrer, et une taille beaucoup plus petite, puisqu'on part du principe que les gros rats noirs font 280-300 grammes grand maximum. Les appâts autorisés en terrier, vous avez appelé des sécures? Non. Non, faut regarder les étiquettes, c'est en fonction des homologations. Vous avez quelques appâts, alors je ne sais pas si chez Dialux vous avez ce type d'appât autorisé en terrier. C'est les appâts qu'on a l'autorisation d'utiliser hors des postes d'appâtage dans des conditions sécurisées. Alors c'est peut-être ça que tu appelles le sécure. D'après ce que je viens de vous dire sur le rat noir, effectivement, on va plutôt aller le chercher en hauteur et si on doit lui mettre une pression sur sa source de bouffe qui est plutôt au sol, on va tenter de lui rendre la descente difficile en mettant des pièges sur son passage et en lui amenant la source de nourriture alternative, c'est-à-dire les appâts, plutôt en hauteur. La souris, quant à elle, les seules choses, à part le bruit qu'on a et que vos clients ont pour détecter la souris, c'est les dégâts que ça fait à la bouffe. Et puis, ce qu'on appelle les latrines. Les latrines, c'est les zones dans lesquelles les souris viennent faire leur déjection. Parce que qui dit déjection dit phéromone contenu dans les déjections, et donc veut dire communication chimique moléculaire entre les souris pour stratifier la population et séquencer la reproduction en fonction de l'âge des souris. Donc pour la souris, on n'aura malheureusement pas d'autre situation que d'aller poser des appâts là où on constate les déjections. Alors, on s'est déjà un petit peu épanché sur les méthodes de lutte. On s'aperçoit que finalement, 90% de votre métier concernant les rongeurs va être essentiellement rat brun, rat noir, souris et 80% de rat brun et le reste de souris en règle générale. Alors chez certains, ça s'inverse. Quelles sont les méthodes de lutte qui sont à notre disposition de tout temps, depuis tout temps, puisque les premiers anticoagulants étaient mis sur le marché dans les années 40, avec le coumaphène, suivi de la chlorofascinone, puis du coumatétralyle. Jusqu'à aujourd'hui, la lutte contre les rongeurs, elle a été massivement réalisée par des appâts qui contiennent des anticoagulants. Pourquoi? Parce que les anticoagulants ont une particularité, c'est de déclencher des symptômes chez le rongeur qui a consommé la dose pourtant mortelle. À partir du moment où le rongeur consomme la dose mortelle, les premiers symptômes vont apparaître au bout de 4 jours, 3-4 jours. Pourquoi? Parce que en fait, les anticoagulants vont avoir besoin de la disparition du stockage de vitamine K de l'organisme pour commencer à fluidifier le sang
et faire en sorte qu'on met en place une hémorragie interne dans le rongeur. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Voilà. L'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est la première famille chimique avec laquelle on est arrivé à contourner ce qu'on appelle la méfiance chez les rongeurs. Ce qu'on appelle également l'aversion alimentaire. L'aversion alimentaire, c'est quoi? C'est je regarde un copain rongeur qui mange un appât, s'il déclenche des symptômes tout de suite, alors je suis un rongeur, mais je vais avoir compris que cet autre rongeur, il a déclenché des symptômes parce qu'il avait consommé cet appât. Et là, parce que j'ai fait le lien entre les deux, parce que pas assez de distance entre ces deux événements, entre ma consommation et mes symptômes, alors je ne toucherai pas cet appât. Et j'enseigne ça aux petits rongeurs, ce qu'on appelle l'aversion alimentaire. Et donc, effectivement, les anticoagulants, ils ont l'intérêt d'agir tardivement. Donc, en fait, les rongeurs n'ont pas cet effet mémoire à l'apparition des symptômes pour pouvoir faire le lien avec la consommation des appâts, et donc ce qui permet d'atteindre un haut niveau d'efficacité dans les populations. Les anticoagulants ne sont pas détectés dans les appâts. Et puis, ils sont efficaces sur toutes les espèces à partir du moment où elles coagulent grâce à la vitamine K. Alors, voilà les 8 molécules d'anticoagulants, avec la première génération d'anticoagulants, warfarine ou coumaphène. Vous voyez que ça a été mis sur le marché en 1944, suivi de la chlorofascinone et du coupatétraline. On appelle ça les premières générations parce que c'était les premières molécules qui ont dérivé de la médecine humaine, parce que trop toxiques chez l'homme. Je vous rappelle que les anticoagulants, on les utilise chez les gens pour fluidifier le sang des gens qui ont plutôt une tendance à faire ce qu'on appelle les accidents vasculaires. Donc, si le sang est liquide, alors j'ai moins de probabilité de faire un caillot qui va aller se bloquer dans mon cerveau ou dans mes poumons. Donc, on a dérivé ces premières molécules de la médecine humaine et ensuite, on les a utilisées à forte dose chez les rongeurs pour les tuer, s'étant aperçu de cette caractéristique chimique des anticoagulants de déclencher des symptômes tardivement. Pour des questions de résistance et de montée en puissance de la toxicité et de l'efficacité, a été développée une seconde génération avec, au départ, la bromadiolone et le difénacum. Et très tôt aussi, de la résistance à ces molécules est apparue. Et c'est là qu'on est venu greffer des fonctions, ce qu'on appelle des halogènes, des bromes, des soufres, des chlores, sur ces molécules de début de seconde génération pour en faire des molécules de fin de seconde génération, avec rodifacum, flocumaphène, diphétialone. Et il n'y a pas... non, les rats noirs ne font pas de terrier. Non. Alors, ils peuvent faire des trous de temps en temps dans les cloisons, mais on n'appelle pas ça des terriers dans le sens où ils n'installent pas leur population dans ces espèces de galeries, quoi. Ils installent vraiment ces populations dans des nids qui sont faits. Donc, en fait, ces 3 molécules de fin de seconde génération sont les plus toxiques et on ne connaît pas de résistance à ces 3 molécules de fin de seconde génération. Et c'était tout le sens de la réglementation d'interdiction de l'appâtage permanent, c'était de protéger l'efficacité de ces 3 molécules de fin de seconde génération pour éviter de développer de la résistance. Comment la résistance prend place ? Je nais résistant ou je nais sensible quand je suis rongeur. Et vous avez toujours un petit fond de résistance dans toutes les populations de rongeurs. Si vous utilisez la mauvaise molécule, vous allez tuer tous les sensibles et vous n'allez pas tuer ceux qui sont résistants à cette molécule. Et puis, si vous persistez avec cette molécule, la nature ayant horreur du vide, il y a une partie de cette population qui va se reconstituer à base des résistants. Bien sûr, vous avez des sensibles qui vont venir de l'extérieur, mais ces résistants, ils vont gagner du terrain. Dératisation après dératisation, ils vont gagner du terrain jusqu'au jour où votre molécule, vous allez perdre 40, 50, 60% d'efficacité. C'est ce jour-là où vous allez vous rendre compte qu'il y a de la résistance. La résistance, elle est génétique chez les rongeurs. On sait la tracer génétiquement. Elle est le fait d'une mutation dans le foie. C'est un endroit où l'anticoagulant se fixe parce qu'il reconnaît cet endroit-là. Si cet endroit-là il change, l'anticoagulant ne reconnaît plus cet endroit où il vient se fixer, alors il part. Il est éliminé par l'organisme. Comme ici, on venait se fixer dans le foie avec un bras. Les 3 molécules de fin de seconde génération, rodifacum, flocumaphène, diphétialone, se fixent par 2 bras dans le foie. Donc, même s'il y a une position où il se fixe qui est permutée par mutation, l'autre marche quand même. Donc ces molécules-là, que ce soit des résistants ou des sensibles, elles se fixent quand même puisqu'elle a 2 bras pour se fixer. Paris est une zone test de glace carbonique dont autorisation ponctuelle et encadré. Oui, alors effectivement, j'ai eu un grand débat sur LinkedIn il y a quelques jours avec un gars qui me disait que effectivement la neige carbonique était autorisée, que c'était pas toxique pour l'homme et autres. Je vous rappelle simplement que dans la réglementation phyto, la glace carbonique, comment elle tue,
en fondant, elle émet un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone, donc le CO2, qui est un gaz lourd qui descend dans les galeries et qui étouffe les rongeurs parce que ça déplace l'oxygène de l'air et ça le remplace par du dioxyde de carbone. Et ça tue les rongeurs par un phénomène qu'on appelle la narcose. Je rappelle simplement que le même mécanisme est utilisé pour traiter les insectes dans les grains stockés, donc réglementation phyto, et qu'à ce titre, le dioxyde de carbone est réglementé par une homologation phyto. On est en train d'observer cette situation où les gens utilisent de la glace carbonique pour savoir s'il y a un bénéfice réel de l'utilisation de cette glace carbonique et pour savoir si, à terme, il y a besoin de demander une homologation biocide. Mais ne croyez pas que ce domaine de l'utilisation du dioxyde de carbone comme biocide restera non réglementé. Ça, c'est sûr. Alors moi, j'entends tous les gens qui me disent « Oui, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Moi, je vous mets dans une pièce, je remplace l'oxygène par du CO2 et vous allez mourir dans les quelques instants qui suivent. » Et donc, ça ne marche pas. Alors, moi, je l'ai testé sur le terrain et j'ai observé pas mal de situations d'inefficacité de la glace carbonique. Pourquoi ? Parce que si on intervient sur des populations de rongeurs qui sont trop denses et trop établies, il y a toujours des gueules de terrier que vous ne repérez pas et les rongeurs, ils se barrent. Et alors, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas tout de suite, ils vont faire des terriers ailleurs. Mais quand on est expert sur les rongeurs, ce n'est pas ça qu'on appelle l'efficacité. Même si je comprends bien qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent vendre de la neige carbonique. En l'occurrence, sur les fortes populations de rongeurs, ça ne marche pas. Voilà globalement les différentes familles d'anticoagulants. Et alors, les anticoagulants sont un peu dans la tourmente réglementaire depuis quelques temps pour cette résistance, mais aussi pour le fait que c'est capable d'aller tuer d'autres animaux qui viendraient à consommer des cadavres de rongeurs, ce qu'on appelle les intoxications primaires et les intoxications secondaires. Comment fonctionnent les anticoagulants ? Les anticoagulants fonctionnent sur un principe. La coagulation de votre sang, elle est possible. Alors, elle est possible. L'état de circulation de votre sang, on appelle ça un état physiologique, un état semi-liquide, semi-solide. Et pour que ce sang reste suffisamment solide, il y a une vitamine qui agit qui s'appelle la vitamine K1. C'est tellement important pour que le sang reste solide que l'organisme en a fait un stock. Voilà. Et ce stock, là, en fait, il est utilisé par l'organisme et il est recyclé par l'organisme. À chaque fois qu'on utilise une molécule de vitamine K, on crée un déchet de vitamine K. Et ce déchet, il est repris en charge pour reconstituer le stock régulièrement. Et donc, les anticoagulants, ils empêchent ce recyclage du stock. Donc, c'est j'ai le plein de ma voiture, mais je ferme toutes les stations-service au bord de la route. Ce n'est pas parce que je ferme les stations-service au bord de la route que je ne peux plus rouler. Par contre, je ne pourrai plus faire le plein. Donc, une fois que j'ai épuisé mon plein, ma voiture va s'arrêter. Même chose avec la vitamine K. La vitamine K, on a 4 jours de stock dans notre organisme. Et donc, une fois qu'on a épuisé ces 4 jours, et parce que les anticoagulants empêchent le recyclage de ce stock, eh bien, l'animal ne va plus pouvoir maintenir son sang suffisamment solide. Donc, le sang va se liquéfier jusqu'à sortir des capillaires. Premier symptôme de l'hémorragie interne, 4 jours. 5e jour, l'animal tombe dans le coma parce qu'il a ce qu'on appelle une baisse du volume sanguin circulant. Pourquoi ? Parce que tout ce sang, il sort dans la cavité autour des organes. Attention, le sang ne sort pas à l'extérieur de l'animal, il reste à l'intérieur, mais il n'est plus utilisable. Donc l'animal qui perd trop de sang, il se met dans le coma et au 6e jour, il meurt. Ça, c'est l'idéal. Et donc, plus le rongeur met de temps à atteindre la dose qui va le faire mourir, plus vous décalez le temps du chronomètre jusqu'à la mort. Sachant que quand il a la bonne dose, il ne va pas mourir avant 6 à 7 jours après cette consommation mortelle. Certains changeurs. Alors, effectivement, tu as lu ça, c'est pas possible. Donc, nous, on entendait ça régulièrement. On a fait des manips au laboratoire. On a mis des rongeurs, on a fait consommer des appâts à des rongeurs et ensuite, on les a mis sous un régime riche en vitamine K1. Et la quantité de vitamine K que le rongeur doit trouver dans l'environnement est incompatible avec ce qu'il est capable de manger tous les jours pour contrer l'effet des anticoagulants. Donc ça ne marche pas. Alors, l'actualité réglementaire, c'est quoi ? Vous en avez tous entendu parler. C'est une décision française qui interdit l'appâtage permanent avec tous les anticoagulants, ce qui signifie que vous ne pouvez plus utiliser des appâts contenant des anticoagulants dans une situation non curative. C'est-à-dire qu'en préventif, vous ne pouvez pas, en première intention, mettre des appâts avec des anticoagulants dans vos postes. Il faut, dans ce cas, faire la démonstration que vous avez une présence de rongeur par le moyen le plus approprié, des photos, la constatation d'excréments, la constatation de dégâts, la vue d'un rongeur physiquement. Tout ce qui est consigné dans un rapport de visite peut faire preuve
de constatation de la présence d'un rongeur et donc vous permettre de basculer du préventif en curatif parce que les rongeurs se sont installés. Donc vous avez, en tant que professionnel, une obligation de démontrer la présence de rongeurs afin de pouvoir mettre en place des appâts qui contiennent ces anticoagulants. Donc, effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un spectre réglementaire qui tente à contraindre l'utilisation des anticoagulants, qui tente à jeter un froid aussi sur ces molécules de fin de deuxième génération qui sont toxiques. Néanmoins, les anticoagulants restent le meilleur atout technico-économique dans la boîte à outils du professionnel, mais on voit bien que réglementairement, ça va devenir de plus en plus compliqué d'utiliser des anticoagulants dans vos programmes de pest control. Donc finalement, c'est une contrainte aujourd'hui. Réglementairement, on avance et de plus en plus de contraintes sont mises à l'utilisation des anticoagulants. Mais pour nous, c'est aussi probablement l'opportunité de se pencher sur d'autres outils et puis de se pencher aussi sur ce qu'on va appeler le passage du pest control au pest management. Je te laisse la parole, Nicolas, pour la suite. Merci Romain, super. Alors c'est vrai que Romain vous a parlé de toute cette biologie des rongeurs commensaux, avec cette nouvelle réglementation, enfin qui est plus nouvelle que ça. Et c'est vrai que beaucoup l'ont pris comme des contraintes. Moi personnellement, je suis quelqu'un de plutôt positif, et plutôt que de me mettre sur une phase de contrainte, j'en ai sorti plein d'opportunités pour mettre en avant votre rôle en tant que professionnel, votre rôle de conseil, et le fait de pouvoir utiliser les produits d'une meilleure façon, c'est-à-dire d'avoir une lutte raisonnée. Enfin, pour ceux qui ont plus de 10 ans dans le métier, le lancer d'appât qui était, on va dire, fait à tous les coins de rue, tout ça, c'est fini. Et ça, c'est clair. Moi, quand on fait de la formation biocide, quand j'en ai encore certains qui me disent qu'ils font du lancer d'appât ou qui mettent les appâts dans les coupelles, ça me fait un peu dresser les poils des bras. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est totalement interdit depuis 2012 quand même, le pose d'appât non sécurisé. Donc tout ça, toute cette réglementation qui arrive aujourd'hui, c'est aussi fait pour vous mettre en avant, pour mettre en avant votre savoir-faire. On a beau avoir le meilleur produit du moment, si derrière j'ai un technicien qui n'est pas formé, Romain vous a parlé de cette partie de pest control au pest management. Si vous avez vos équipes qui ne sont pas formées correctement aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas utiliser correctement ce produit, que ce soit des produits de lutte alternative ou des produits chimiques par la suite. Alors, cette notion de passer du pest control au pest management, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande à avoir déjà du personnel qui a une faculté déjà à faire du bon conseil, à analyser correctement les situations. Aujourd'hui, si je ne fais pas de diagnostic de site, si je n'analyse pas le risque lié au client, c'est-à-dire j'ai une présence de rongeurs à tel endroit, quel va être le risque? Est-ce que ça va être un risque sur de la transmission de maladies, ce qu'on appelle les zoonoses, ou est-ce que ça va être une problématique de dégradation des denrées alimentaires, ou potentiellement des dégradations, si je suis sur un central d'appel, de ma petite câble optique, de ma fibre optique, pardon, et qui va me mettre en blackout total ma centrale d'appel. Ça, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, quel va être le risque lié à la présence de rongeurs, et du coup, à vous d'adapter le mieux vos méthodes de traitement. Alors, je vais vous parler tout à l'heure de gestion des intrusions, de gestion des infestations. Souvent, il y a beaucoup d'amalgames de la part des clients concernant qu'est-ce qu'une intrusion, qu'est-ce qu'une infestation. Moi, je vais vous dire ce que c'est réellement une intrusion, une infestation. Et derrière, vous allez mettre dans votre boîte à outils, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir une boîte à outils, et adapter au mieux vos méthodes de contrôle, vos méthodes de traitement, et ensuite suivre tout ça avec des bons conseils. Aujourd'hui, le conseil, c'est quelque chose qui est primordial. Sans conseil, malheureusement, vous avez beau le meilleur technicien du monde, le meilleur produit, le technicien a besoin du client, le client a besoin de vous. Et ça, c'est primordial. C'est pour ça que moi, je parle souvent de partenariat. Aujourd'hui, on a besoin du client, comme le client a besoin de nous, pour en tout cas lutter contre des espèces invasives comme les rongeurs. Et ça, c'est primordial, l'analyse de risque. Alors, aujourd'hui, si on fait pas, pour faire une analyse de risque, il faut faire un bon diagnostic. Pour faire un bon diagnostic, il faut se déplacer, il faut aller voir le client. Donc, lorsqu'on a une demande de client par téléphone, si je lui résous le problème par téléphone, j'ai une chance sur deux de passer à côté. Souvent, le client ne va pas tout vous dire. Donc, c'est en se déplaçant, en allant voir le client, que vous allez réellement voir la problématique. Et en allant chez le client, vous allez réellement voir
quel est le rongeur, parce que le client, il va aller voir sur Wikipédia, présence, j'ai des souris, puis finalement, ce n'est pas des souris, ça va être du rat. Et on ne traite pas la problématique souris comme la problématique du rat de la même manière. Donc, je regarde ma cible, dans quel environnement, est-ce que je suis dans une école, dans un milieu agroalimentaire, dans un milieu pharmaceutique, tout cela pour analyser le risque lié à la présence de rongeurs. Est-ce que ça va être le risque lié à un corps étranger, le risque lié à la présence d'urine et à la présence de leptospirose, par exemple? Tout ça, c'est quelque chose qui va mettre en avant vos pratiques. Ensuite, une fois que vous allez faire, donc vous avez fait votre tour, votre diagnostic, vous avez donc analysé le rongeur, le milieu, quelles vont être les méthodes que je vais proposer à mon client. Vous allez devoir proposer, en tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, la meilleure des solutions. Après, il y a toujours un client qui va vous dire, le budget, j'ai pas de budget pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. À un moment donné, il y a une problématique, proposez ce qu'il y a de mieux. S'il n'y a pas de budget, vous allez vous mettre entre guillemets en mode dégradé, c'est-à-dire vous allez retirer un petit peu les options comme dans les voitures. On va faire un petit peu moins. Mais l'objectif, c'est de faire les meilleurs conseils possibles à vos clients. En tout cas, c'est notre rôle. Et comme méthode aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai peut-être redonné la main sur le titre diagnostic génétique. Aujourd'hui, on va retrouver des excréments, des poils, des rognures. On a un outil qui permet éventuellement de contrôler, de reconnaître la présence d'une espèce de rongeur grâce à un diagnostic. Et là, Romain, je te laisse la main là-dessus. Parce que c'est ton. Ouais, ça, c'est un travail qu'on avait mis en œuvre et qu'on avait développé en interne suite à des travaux qui avaient été mis en œuvre, enfin, qui avaient été réalisés par un de nos étudiants en thèse et qu'on avait tenté de développer avec la société Bayer et avec Edialux. On continue parce que c'est l'objectif de cet outil-là, il est absolument pas commercial. L'objectif, il est d'accompagner aussi ce virage du pest control au pest management, c'est de se dire finalement l'étape du diagnostic elle est essentielle. Et aujourd'hui, on a beaucoup de variabilité entre une personne et une autre qui réalise un diagnostic de site. Et donc l'idée, c'est que dans la mesure où sur le plan scientifique, on utilisait cet outil sur les déjections de rongeurs, on sait aujourd'hui distinguer à partir du moment où on reçoit une déjection qui contient de l'ADN, donc qui est suffisamment fraîche. Pourquoi une déjection fraîche? Parce qu'il faut que l'ADN ne soit pas cassé à l'intérieur. On sait distinguer une souris d'un rat brun, d'un rat noir, d'un laireau, d'une fouine, d'une martre, d'un campagnol, ce qui permet effectivement d'orienter le professionnel sur éventuellement une première visite de site pour se rendre compte du type de rongeur auquel il a à faire face. Est-ce que les rongeurs qui sont en place, parce que le prestataire qui était avant vous, il s'est un peu cassé les dents, il y passait des appâts, il y avait de la conso, puis il n'avait pas remis ses pratiques en cause, mais parce qu'il y avait peut-être tout simplement de la résistance à la molécule qu'il utilisait. Et puis finalement, c'est quoi le contexte sanitaire dans lequel j'arrive? Je veux prendre un contrat en industrie agroalimentaire, j'ai des déjections de rongeurs un peu partout. Est-ce que la mise en place d'une dératisation, c'est urgent, pas urgent? Qu'est-ce que je trouve dans les déjections? Donc, on est capable de trouver, d'identifier les 8 pathogènes d'intérêt majeur dans l'industrie agroalimentaire, industrie pharma. Donc, on a développé cet outil, donc effectivement, qui est disponible dans la collaboration avec Edialux, sans aucun problème, qui permet d'orienter un petit peu la manière dont on va mettre en œuvre son plan de dératisation, sachant que effectivement, c'est un outil qui nous a par exemple permis de démontrer que quand on met en place un plan de dératisation sur un site et qu'on met un maximum de postes d'appâtage le long des clôtures de ce site sur une clôture qui est à 150 mètres d'un bâtiment, on sait pertinemment que ce qui va venir consommer dans les postes d'appâtage, ça ne sont pas des souris, ça ne sont pas des rats, c'est plutôt des mulots et des campagnols. Et donc simplement de faire une cartographie de site sur la base des déjections, ça permet de savoir à quel rongeur on a affaire et globalement aujourd'hui concentrer un système de pest control sur les clôtures d'un bâtiment parce que dans la règle, dans la norme, dans le référentiel qualité qui est en œuvre sur le site, on vous dit il faut faire un triple ceinturage, la clôture le long des bâtiments et l'intérieur des bâtiments, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, le troisième ceinturage qui est celui qui consiste à mettre des postes d'appâtage le long de la clôture, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que vous allez mettre des anticoagulants dans des rongeurs qui n'intéressent pas l'activité intérieure des bâtiments, parce que ces rongeurs feront de temps en temps l'objet d'une intrusion, mais ce ne sont bel et bien pas ces rongeurs extérieurs qui viendront infester le bâtiment
alors que ce seront des rabrins et des souris qui n'arrivent pas par la forêt. Voilà. Donc en fait, ça permet, alors Loire-l'Hérault, plus de produits biocides, on peut les détruire par piégeage. Donc ça permet effectivement de mettre l'accent sur un truc qui va devenir hyper important dans vos contrats, c'est le diagnostic. Le diagnostic, parce qu'on s'aperçoit que toutes les situations ne se prêtent pas à un traitement. Il y a plein de situations dans lesquelles il n'y a que quelques rongeurs, à des endroits qui sont acceptables. Donc néanmoins, ce diagnostic, pour montrer que la population ne augmente pas trop, a autant de valeur que le traitement biocide dans des endroits où il n'y en a pas besoin. Merci Romain. Donc du coup, j'en reviens à cette notion d'intrusion et d'infestation. Hein. Qui n'a pas eu un client un jour qui vous a dit je suis infesté de souris et on n'est pas capable de déterminer le nombre de souris. Hein. Donc pour déterminer la quantité de rongeurs qu'on peut avoir, hein, donc c'est vrai qu'on va avoir la quantification du nombre d'excréments. Hein. Si vous voyez 3 crottes à souris dans un coin, est-ce qu'il y a une infestation? Je ne suis pas sûr. Hein. Cette notion d'intrusion, d'infestation, c'est quelque chose qui est important que vous devez avoir en tête. Hein, l'intrusion, c'est un nuisible qui va, enfin une espèce invasive qui va pénétrer par accident dans une zone. Hein, c'est potentiellement mon rat qui vit en extérieur, qui a peut-être son terrier aux abords des bâtiments, la porte qui est entrouverte ou un problème de chantier qui va rentrer à l'intérieur. Finalement, c'est accidentel. Une infestation, ça va être quoi? Ça va être ce rongeur qui va rentrer à l'intérieur du local hein, et qui va commencer à se développer, qui vont se reproduire. Et là, on n'aura plus 1 ou 2 rongeurs à gérer, mais plutôt une dizaine. Et la gestion de l'intrusion et la gestion de l'infestation sont totalement différentes. Hein. Il faut vraiment prendre ces deux notions tout à fait différemment. D'où, quand vous arrivez chez un nouveau client, hein, de gérer, d'analyser l'historique quand vous les avez. Ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Hein. Mais plus je vais avoir d'historique, mieux je vais pouvoir adapter ma solution, que ce soit préventive ou curative. Et dans une solution préventive, c'est en l'absence de rongeurs, vous allez avoir différentes solutions hein, qui vont être les plaques de glu. Alors, toujours quid des plaques de glu qui vont être interdites ou pas. Aujourd'hui, on peut les utiliser. Hein. Bien sûr, si vous mettez des plaques de glu, faites en sorte de les contrôler régulièrement. Hein. On a les appâts sans substance active, ce qu'on appelle entre guillemets les placebos, les pièges mécaniques à capture unique, nos pièges à mâchoire comme les T-Rex, nos pièges multiprises à capture permanente, hein, qui vont être comme les Comil, hein, où on a de très bons résultats sur les différents rongeurs, et les dispositifs connectés, hein, qui étaient aujourd'hui, hein, on voit que les dispositifs connectés arrivent sur le marché depuis quelques années, hein, se perfectionnent, deviennent de plus en plus robustes, efficaces. Hein. Mais aujourd'hui, toutes ces notions de piégeage, d'implantation, hein, vous devez avoir cette notion d'analyse de risque. Et pourquoi je vais mettre tel poste à tel endroit hein, parce qu'à un moment donné, j'ai une problématique d'intrusion, problématique d'étanchéité, j'ai une zone qui est potentiellement attractive parce que j'ai la nourriture. Justement, l'herméticité, on en vient là. L'herméticité, c'est la base. Hein. On peut avoir les meilleurs produits du monde, les meilleurs piégeages. Si j'arrive dans un bâtiment, c'est du gruyère, forcément, on va gérer l'intrusion régulière et pas forcément gérer de l'infestation. Donc, gérer l'intrusion, ça se fait très, très bien par des systèmes de piégeage, hein, que ce soit mécanique à capture unique ou multiprise. Donc, dans les différents dispositifs préventifs, on va avoir donc les pièges à mâchoire, les T-Rex, hein, on va avoir tout ce qui est TinCat, les plaques de glu, on peut avoir tout ce qui est gestion des caméras aussi, hein. Les Comil, hein, qui n'est plus à présenter, hein, on a eu beaucoup de... En tout cas, moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai utilisé les Comil à grande ampleur, avec des très bons résultats. Les pièges connectés, hein, qui sont encore mieux adaptés dans les zones où j'ai des problématiques d'accès, comme les combles, par exemple. Hein. Donc ça, c'est des dispositifs aujourd'hui qui sont très, très bien, qui sont les plus adaptés pour gérer l'intrusion. Et malheureusement, quand on commence à avoir des cas d'infestation, hein, le piégeage peut être limité. Hein. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, on devra passer sur ce qu'on appelle de la lutte curative, qui vont se faire essentiellement soit avec du piégeage multicapture ou éventuellement par la suite, à condition de démontrer la présence de rongeurs, la lutte chimique. Donc, l'utilisation de rodenticides en lutte curative, si j'ai des intrusions régulières, finalement,
les plaques de glu, mes pièges mécaniques à capture unique vont être à la hauteur. Si j'ai des cas d'infestation, et là, il va falloir que je mette, entre guillemets, le gros arsenal avec du piégeage multicapture permanente, hein, connecté ou pas, hein, tout va dépendre potentiellement de vos fréquences de passage, et une lutte chimique. Hein, et bien sûr, si je mets en place une lutte chimique à base d'AVK, hein, je n'oublie pas de passer de façon hebdomadaire, en tout cas pour le rat, avec une évaluation au bout de 35 jours. Hein. Ça, c'est important, cette évaluation au bout de 35 jours. C'est ce qui permet de pouvoir évaluer, hein, la présence et l'efficacité de votre traitement. Hein. Donc, bien faire attention entre la gestion d'une intrusion et la gestion d'une infestation, où on va traiter typiquement les deux choses, hein, totalement différentes. Alors, en termes de lutte curative, hein, aujourd'hui, elle se fait essentiellement à base d'anticoagulants, hein, en termes d'utilisation de biocides, où on a des dispositifs qui sont quand même bien adaptés sur les apports anticoagulants. Mais il existe aussi dernièrement, hein, une AMM qui est tombée sur la vitamine D3, hein, qui n'est pas un AVK, hein, qui va être de façon très synthétique, hein, qui va créer des calculs rénaux au niveau du rongeur. Hein, et du coup, on n'est pas sur cette notion d'anticoagulant. Malheureusement, la AMM sur la vitamine D3 qui est tombée, hein, donne la même restriction d'usage, hein, des AVK, malheureusement. Donc, on a toujours cette notion de contrôle hebdomadaire avec une évaluation au bout des 35 jours. Romain, tu voulais peut-être rebondir sur la vitamine D3 que tu connais très très bien. Ouais, alors la vitamine D3, effectivement, elle a un intérêt, c'est qu'elle contourne la résistance, la résistance qui est présente aux anticoagulants. C'est un inhibiteur des canaux calciques, donc ça empêche les cellules de relarguer le calcium qu'elles ont en elles, donc ça calcifie tous les tissus et ça tue le rongeur en 2 jours et demi, 3 jours. C'est un fort intérêt en pest management. C'est un outil de plus que les anticoagulants pour effectivement être dans une vraie réalité rotation anticoagulant non anticoagulant. Après, ça n'enlève rien à l'intérêt d'utiliser ces anticoagulants de deuxième génération, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je voulais rebondir aussi sur les jeunes, sur les élus verts là, qui proposent des contraceptifs. Ils sont gentils, ces élus verts. Il y a un truc qui s'appelle les homologations en Europe. Il y a un truc qui s'appelle les homologations dans les États membres. Il y a un truc qui s'appelle un moratoire sur la manipulation des hormones de mammifères. Parce qu'en fait, la contraception, c'est quoi? C'est exactement la même chose que les pilules contraceptives chez la femme. Et si on se met à utiliser des contraceptifs et à en mettre partout dans l'environnement, il y a un risque de croiser avec le cycle menstruel de la femme et donc un risque de pollution phyto-hormonale. Et donc, en fait, il y a un moratoire en Europe qui nous interdit de le faire. Donc oui, aux États-Unis, c'est le cas. Ça ne sera jamais le cas en Europe. Voilà. Donc les élus verts, il faudra qu'ils aillent se faire élire aux US. J'étais en train de répondre sur ce sujet-là. Ouais. Nico, il reste 10 minutes. Oui, je me dépêche. Alors, pour continuer, alors, je vais synthétiser un petit peu tout ce que Romain a dit aussi. Hein. Donc, le fait d'accompagner le client, il va falloir aussi que vous soyez pédagogue avec vos clients. Hein, c'est expliquer les choses. Et on va expliquer les choses en faisant beaucoup de conseils, en gérant 3 axes d'amélioration. Ces axes d'amélioration, déjà, c'est éviter la pénétration des rongeurs dans un local. Et tout ça, ça se fait avant tout par l'étanchéité des bâtiments. Une fois que j'ai géré cette partie étanchéité, on ne sait jamais si demain vous avez un rongeur qui rentre par accident parce qu'une porte est restée ouverte, on va éviter cette propagation d'un rongeur d'une zone à une autre en confinant, hein, c'est-à-dire en étanchant les zones d'une zone à une autre, en bouchant les passages de câbles, les passages de tuyaux. Hein. Donc, c'est éviter potentiellement la propagation d'un rongeur d'une zone à une autre. Et pour finir, le 3e axe d'amélioration, pour éviter la prolifération dans un local, c'est limiter tout ce qui est refuge et source de nourriture. Et en prenant ces 3 axes d'amélioration, je peux vous dire que vous avez un panel de conseils à donner au quotidien à vos clients. Et personnellement, moi, quand je vois des rapports, quand je fais des audits de sanitation ou des audits de pest management, quand je vois des rapports où c'est marqué RAS, pour moi, ça ne veut rien dire. Limite, je n'ai rien fait. Il y a toujours des choses à dire aux clients. Hein, vous devez aujourd'hui vous remettre comme nous le faisons au quotidien quand on amène de la formation, des choses comme ça, c'est s'adapter au quotidien, se remettre systématiquement en question. Ça, c'est primordial pour avancer. Alors, la première des choses, effectivement, ça va être l'étanchéité des portes. Hein. On a souvent l'exemple, le client dit ici, mes portes sont étanches. Ben non, hein, vous avez toujours le système du marqueur hein, qui passe sous une porte. Ben, si un marqueur passe, le rongeur ne peut pas passer. Hein, si vous avez un petit stylo qui passe, là, c'est une souris qui peut passer facilement. Hein. On a ces notions aussi de fourreaux de câbles hein, qui sont des véritables autoroutes d'une zone à une autre.
hein. Les goulottes électriques, ça se bouche malheureusement. On joue un peu du silicone, mais ça évite le transfert d'une population dans une autre zone. On a aussi tout ce qui est gestion. Alors, comme le disait Romain, certes, il va y avoir de gros développements d'infestations énormes dans le réseau d'égout, mais il peut y avoir une remontée de rongeurs par le réseau d'égout. D'où cette notion de bien contrôler les sorties de réseau d'égout. S'il y a des siphons de sol, c'est pas pour rien. C'est pour éviter déjà souvent les remontées d'odeur, mais aussi pour éviter les remontées de rongeurs, en sachant que les rongeurs peuvent faire des dizaines de mètres en apnée et remonter des réseaux d'évacuation d'eau usée. Donc, on fait bien attention à tout ce qui est bonde syphoïde, les grilles d'égout. Il n'est pas rare, quand on y met un peu le nez, de voir quelques excréments. Et derrière, pareil, on doit faire bien attention. Parfois, il y a des problèmes de raccordement entre les pluviales et les eaux usées. Ça, normalement, aujourd'hui, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être totalement distinctes l'une de l'autre. Alors, pour régler toute cette partie d'herméticité, vous avez en tout cas ce qu'on appelle des dispositifs de proofing. Ça va être du mastic pour reboucher les trous chez les souris. Ça va être du mastic multicile pour reboucher les plus gros trous pour les rats. Mais aussi potentiellement de la maille métallique que vous pouvez mettre autour des passages de tuyaux. Ça peut être aussi les petites cornières qu'on peut mettre aussi au niveau des joints de dilatation. C'est aujourd'hui des dispositifs que vous devez avoir dans votre arsenal, que vous devez proposer en tout cas à vos clients pour éviter tout ce qui est intrusion ou passage d'une zone à une autre. Et avec toute cette arsenal-là, logiquement, entre le bon préventif, le bon conseil, on ne sait jamais demain s'il y a une infestation, je vais amener une lutte certainement chimique et toute cette partie proofing, vous avez aujourd'hui entre vos mains quand même beaucoup de dispositifs qui permettent de pouvoir maîtriser cette présence de rongeurs. Et plus une lutte va être précoce, moins on sera débordé et moins on aura affaire, entre guillemets, à mettre le bazooka pour tuer la fourmilière, quoi. Ça, c'est ma petite image. C'est vrai qu'on n'est pas là pour mettre le bazooka pour tuer la fourmilière, mais on est bien là pour utiliser le bon produit au bon moment avec la bonne quantité. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre métier. Voilà. Moi, j'en ai fini pour ma part. Stéphanie, tu veux faire le petit mot de la fin ? Déjà, il y a peut-être des questions, je sais pas. Oui, avant. Oui, y a-t-il d'autres questions? Parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le chat, parce que vous avez répondu au fur et à mesure, ce qui est très bien. On est polyvalent. Et je vois ça. Il y a de la maîtrise. Est-ce qu'il y a plusieurs souches de lepto? Oui. 80 sous-espèces de leptospirose, la pire étant ictère hémorragique, qui est la principale souche qu'on trouve en France. Donc c'est nickel. C'est elle qui génère 13% de mortalité, les autres étant moins pathogènes. Est-ce qu'il y a concernant la toxicité secondaire de la lepto, c'est-à-dire en d'autres termes, durée de vie d'un surmulot privé d'eau. Un surmulot privé de flotte, il va tenir 20 jours en fonction de la bouffe qu'il a. Je ne comprends pas la volonté de Bayer ou Monsanto de baisser les doses létales si c'est de vendre leurs produits. Non, ça c'est des questions réglementaires. C'est pas la volonté de l'industrie. Et bien au contraire, l'industrie, ils auraient la volonté. Je peux vous dire qu'ils ont la volonté de vous laisser des produits entre les mains. Même nous qui sommes des petites boîtes, on se fait rapidement doubler par la réglementation qui interdit des choses sans avoir au préalable vérifié si ça handicapait le marché ou pas. Donc nous, on mène des projets d'innovation avec l'industrie et je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple et on entend beaucoup aujourd'hui ces salons d'industriels, ces machins, ces trucs. Faut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Nous, on bosse au quotidien avec eux et je peux vous dire que c'est certainement pas ces entreprises-là qui font le plus de lobbying aujourd'hui. Je peux vous le garantir. Aujourd'hui, les ONG protection des animaux et autres font du lobby bien plus caché, bien plus sous-marin et bien plus impactant que c'est caché Bayer. La vitamine D3, c'est l'idéal, c'est un outil. Après, il y a certaines populations qui détectent la vitamine D3 dans les appâts, alors que les antibiotiques ne le sont absolument pas. Donc tout a un intérêt en fait. Dans notre milieu, là, je vois depuis maintenant 2-3 ans des gens qui tendent à vouloir opposer piégeage et produits biocides. Non. Malheureusement, c'est bien à court terme pour vendre sa sauce. C'est pas bien à long terme de réduire, de mettre la pression
qui va dans le sens de la réduction de l'arsenal disponible pour les professionnels. Aujourd'hui, vous aurez besoin de tout. Il y a des ayatollahs des anticoagulants, des ayatollahs de l'AD3, des ayatollahs du piégeage, il y a des ayatollahs de l'antichimie contre les punaises de lit. On en voit beaucoup en ce moment. Quand on les invite sur le site à venir nous faire voir comment ils font, ils ne viennent jamais. Donc, pas de jugement hâtif sur les solutions. Chaque solution a son cadre d'utilisation, chaque solution a son intérêt. Moi, je suis pour demain que les professionnels que vous êtes aient un maximum de solutions. Parce que finalement, ce n'est pas la solution qu'on vend, c'est votre service, c'est votre savoir-faire, c'est votre professionnalisme. La solution, elle est juste là pour transformer votre protocole en efficacité. Donc, quel espacement entre 2 écomilles? Ça, Nico, tu peux répondre plutôt là-dessus? Oui. Alors, il n'y a pas d'espacement standard entre 2 écomilles. L'écomille, il va falloir mettre le dispositif dans un environnement où le rongeur va se sentir comme chez lui. Donc, si vous mettez un écomille en plein milieu d'un jardin, ça va être compliqué. Donc, il va vraiment falloir mettre l'écomille dans un environnement où le rongeur peut monter rapidement et de façon sécuritaire dans l'écomille. Le principe de l'écomille, c'est de trouver le bon appât qu'il va falloir mettre à l'intérieur. C'est surtout ça, le gros challenge. Si vous mettez 2 écomilles l'un à côté de l'autre et que vous n'avez pas le bon appât, vous allez peut-être avoir 2 écomilles, malheureusement, qui ne vont pas fonctionner. La partie attractive de l'écomille, ce n'est pas un espace entre les deux, c'est surtout la zone où vous allez le poser et l'appât que vous allez mettre dedans. En sachant que le rongeur doit être un maximum, doit se sentir en sécurité pour pouvoir rentrer régulièrement, mettre ses odeurs. Et je vous rappelle que l'écomille, on ne l'allume pas tout de suite. Il faut laisser le rongeur mettre ses odeurs régulièrement afin qu'il se sente chez lui. Donc, il n'y a pas de... Terre de diatomée sur les escargots, potentiellement, ça peut fonctionner. Mais alors attention, la terre de diatomée, elle fonctionne sur les insectes. Elle coupe, en fait, on a des cristaux de silice dans la terre de diatomée qui coupent la carapace de l'insecte et donc qui occasionnent sa déshydratation et son infection. Sur l'escargot, ça peut constituer une barrière à l'escargot parce qu'il n'aime pas tout ce qui est sec, parce que les cellules turgescentes qui produisent la bave n'arrivent plus à avancer, ça bloque l'escargot qui fait demi-tour. Donc oui, ça peut constituer une bonne barrière à insectes, enfin à mollusques là en l'occurrence. Par contre, l'objectif c'est pas forcément de les tuer. Même chose, attention, les escargots qui consomment vos appâts, ils stockent les anticoagulants, ils deviennent toxiques pour les merles et les griffes qui les bouffent. Donc ça peut être intéressant dans les cas de forte infestation d'escargots, si c'est pas des espèces d'intérêt, c'est de mettre des antilimaces dans les postes, quoi. Merci beaucoup Romain et Nicolas pour cette intervention, c'était très intéressant. Il y a toujours des questions, malheureusement on va les traiter à part un peu plus tard. On va les copier, on va vous envoyer un mail avec les réponses parce qu'il est déjà tard, il faut qu'on se tienne au planning. Donc oui, je suis désolée, du coup je vais être obligée de couper. Du coup, juste pour vous remercier encore une fois, je rappelle que nous avons d'autres webinaires de prévus, encore 6 dates, 6 sujets d'actualité. Donc, pour ne pas me tromper, je les ai notés ce coup-ci. Espace invasive et envahissante, donc le 26-10. Les nouveautés Dialux le 18 novembre. Les punaises de lit le 23. Les désinfectants le 27 novembre, les rongeurs le 30 novembre et les moustiques le 10 décembre. À ça s'ajoutent évidemment les certibiocides. Il reste 4 sessions, 2 en novembre, 2 en décembre, auxquelles vous pouvez toujours vous inscrire. Vous aurez le plaisir de nous retrouver en plus. Exactement, avec Easy Innovation, tout à fait. Et 2 dates aussi pour les journées thématiques, donc sur punaises et sur moustiques, donc aussi avec Easy Pest en fait du coup. Donc toujours Romain et Nicolas. Et voilà, donc c'est ce que propose Edialux jusqu'à la fin de l'année dans ces automnales. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous le trouverez sur votre espace apprenant sur Test Learning prochainement, ainsi que la présentation, n'est-ce pas? Et puis voilà. si on est long comme ça à chaque fois, on va vous proposer des hivernales bientôt. Ouais, c'est ça. Exactement, ça sera pour l'année prochaine. Revenez pour les hivernales, on sera encore plus là. Ça sera toujours un plaisir d'être là, même au printemps. Avec plaisir. On vous proposera ça marche. Pas de souci. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci Nico. Et à très bientôt. À très bientôt. Et n'hésitez pas d'écrire à Stéphanie, elle nous relaiera les questions sans aucun problème. Ça marche. Merci à tous. Merci Au revoir. à tous. Bonne soirée.